Bonsoir à tous et comme annoncé déjà il y a plusieurs jours, nous allons ce soir faire le bilan du Téléthon qui a été organisé le 14 décembre 2024 pour venir en aide à des milliers et des milliers de femmes qui meurent lors des accouchements. Une grande mobilisation nationale pour lutter contre le décès maternel et périnatal au Niger qui a vu la participation de nombreux de nos concitoyens qui, dans un élan de solidarité, ont apporté leur contribution à l'organisation. Des contributions qui ont permis de mobiliser des ressources et d'engager par la même occasion des travaux de grandes infrastructures qui vont prendre en charge les femmes au cours des accouchements. Bilan du Téléthon sur la grande mobilisation pour lutter contre le décès maternel et périnatal au Niger, c'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau plusieurs responsables qui ont participé à l'organisation du Téléthon. Nos invités sont Dr Harou Issoufa, directeur général de la santé de la reproduction au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Moussa Fatimata, ancienne ministre de la Santé publique, représentante de l'ambassadrice pour la réduction de la mortalité maternelle et périnatale évitable, et Dr Mayama Djankunda, médecin santé publique chargé du programme santé de la reproduction au bureau du Fonds des Nations Unies pour la population. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler du bilan du Téléthon qui s'est déroulé le 14 décembre dernier. Un Téléthon qui a suscité un élan de solidarité où nos concitoyens ont apporté des contributions pour soutenir les nombreuses femmes qui, hélas, perdent la vie lors des accouchements. Pourquoi organiser un Téléthon pour lutter contre le décès maternel et périnatal? Quel bilan peut-on tirer du Téléthon organisé le 14 décembre 2024? Quelle utilisation a été faite des ressources issues de cette manifestation? La réponse à toutes ces questions dans ce débat. Pour entamer cette émission, cette toute première question, d'où vient l'idée d'organiser un Téléthon pour lutter contre le décès maternel et périnatal? Docteur Issoufa, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur cette importante mobilisation qu'il y a eu au Niger. Une mobilisation populaire. Une mobilisation vraiment très populaire qui a permis, en tout cas, d'engranger aussi beaucoup de choses qui permettent d'adresser les défis que nous connaissons. Alors, cette mobilisation a un avant. D'accord. Elle a un avant. Elle a un avant, oui, parce que, effectivement, au ministère de la Santé publique, de la santé et de l'hygiène publique, déjà, nous avons beaucoup de défis en termes de santé maternelle, néonatale et infantile. Et donc, nous avions élaboré déjà un document de référence, le plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Bien sûr, qui prend sa source du plan de développement économique et social du pays 2022-2026. Bien sûr, bien sûr. En lien aussi avec les objectifs mondiaux qu'on a, notamment les ODD 3, qui parlent de la santé, permettent à tous d'avoir une bonne santé, etc., et le bien-être. Et donc, déjà, dans ces documents de référence, il y a des objectifs spécifiques en lien avec la mortalité maternelle et néonatale particulièrement. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, notamment l'ENAFEM, particulièrement pour la mortalité néonatale, qui a montré que, en réalité, en 2021, nous étions à 43,6%, presque 44 pour 1000, pardon, autant pour moi, des décès. C'est l'un des décès létaux, l'un des taux les plus élevés, même en Afrique subsaharienne. Et pour la mortalité maternelle également, c'est vrai, des efforts ont été faits, mais en 2020, déjà, nous étions à 441 pour 100 000 naissances vivantes. C'est fait partie aussi des décès les plus élevés. Alors on s'est dit, il y a vraiment urgence d'agir. Tout à fait. Et ça, c'est au cours d'une réunion, effectivement, réunion annuelle, parce que nous avons aussi ce dispositif au niveau du ministère de la Santé, qui nous permet de nous voir, nous, les partenaires, la société civile, tout le monde, pour réfléchir sur cette question. Alors on s'est dit, non, il faut arrêter, il faut réfléchir pour voir comment on peut adresser ces défis. C'est comme ça que c'est parti l'idée. L'idée d'organiser un Téléthon. D'organiser le Forum national d'abord. Voilà, avant et justement, le Forum national, on en a déjà fait en 2015 et en 2018. Mais on s'est dit, il faut quand même changer la manière de faire. Il faut faire autrement. C'est ça. Et c'est pourquoi, pour cette fois-ci, nous avons voulu organiser d'abord des forats, mini-forats au niveau de chaque région. Dans toutes les régions, les 8 régions du pays, des forats ont été organisés justement pour faire un diagnostic inclusif
de tous ces défis en lien avec ces décès maternels et périnatals qui sont évitables pour la plupart. Pour 95% des cas au moins, évitables. Alors, chaque région, sous le leadership de gouverneurs, que je salue ici au passage, ont organisé et ont fait les diagnostics et ont proposé même des solutions adaptées à leur situation. Et c'est fort de cela qu'on s'est dit, eh bien, le Forum national aussi doit regrouper, y compris les représentants de toutes ces régions-là. C'est pourquoi les gouverneurs, personnellement, ont fait des déplacements de Niamey. Et ça a regroupé toutes les sensibilités, y compris, vous voyez, ça a été fait sous le leadership du Premier ministre. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça a engagé tout le monde. Et c'était ça l'objectif. Ce que tout le monde ait la compréhension du phénomène, du défi qui est le nôtre. Parce que la santé des mères et des enfants, c'est ça l'avenir du pays. C'est ça l'avenir. Parce qu'un pays, il faut qu'il ait la population des remplacements. Or, tout se joue autour de ça, la mère et l'enfant. Alors, ceci étant, on a senti un engouement, en tout cas une communion parfaite. Bien sûr, bien sûr. Le jour, c'est plus d'un millier de personnes qui étaient dans la salle, il y avait cet engouement. Et déjà, dans la salle, déjà, il y a cette impréhension et la compréhension du problème. Et il y a eu un engagement. Même dans la salle, vous avez vu, d'abord, la mortalité maternelle et périnatale a été érigée en urgence de santé publique. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un décès maternel, périnatal ou néonatal, il faut agir. De la même façon qu'on fait pour les épidémies, s'il y a une méningite, choléra, vous voyez, on se mobilise. Il y a un dispositif qui est là, qui va s'activer pour essayer d'adresser de la même façon qu'il faut voir ces phénomènes. Donc, urgence de santé publique, et je remercie au passage le gouverneur de la région de Niamey qui a lu cette justement déclaration dite de Niamey. Et de la salle, tellement il y a eu cette symbiose et cet engagement-là est né de là-bas. Et le jour même. L'idée a germé pour organiser. L'idée a germé le jour même. Madame l'ambassadrice. Reiki Germakoy, la présidente du Fonds de solidarité tout à fait, avec le représentant de l'UNFPA, oui, tout à fait. Le professeur Madi et docteur Pascal Mariam Jakunda ici qui est là avec nous, ils ont fait le déplacement sur la maternité Gazobi. On devait partir d'ailleurs ensemble. On était restés pour autre chose. Et de là-bas, effectivement, Madame l'ambassadrice elle dit, tiens, vraiment, il y a urgence d'agir ici. Déjà, je vois une urgence d'agir. Comment, effectivement, la maternité est exiguë et encombrée, malgré tout ce qui est en train d'être fait en termes d'infrastructure. Alors, il te dit, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir au niveau pays pour mobiliser des ressources? Et c'est comme ça l'idée a germé plutôt, et les discussions ont continué. Il fallait donc, puisque surtout qu'elle a une expérience déjà en la matière, elle s'est dit, bon, on va organiser un téléthon pour mobiliser des ressources endogènes qui vont régler les problèmes, qui est le nôtre, qui est le problème de tout le monde. Et voilà, à peu près, c'est parti comme ça. Et la flamme était lancée. Et donc, finalement, Madame l'ambassadrice a fait beaucoup, en tout cas, il s'est beaucoup engagé. On l'a vu sur le terrain. On l'a vu sur le terrain, on a vu toutes les couches socio-professionnelles. En commençant par les artistes, d'ailleurs, et les influenceurs, qui sont des porte-voix aussi pour adresser ces défis communs à tous les pays. Voilà un peu pour le moment ce qu'on peut dire à l'introduction. L'idée est arrivée comme ça. Docteur, avant peut-être de donner la parole à docteur Fatima, j'aimerais poser cette question ou demander cette précision. Parce qu'on dit qu'il y a une femme qui meurt toutes les 2 heures et 13 par jour. Vous confirmez ça ou pas aujourd'hui pour vraiment montrer l'ampleur de ce décès maternel et périnatal? Tout à fait, effectivement. Quand j'ai donné le chiffre de 441, effectivement, on ne comprend pas ça comme ça. C'est les techniciens. Mais effectivement, pour faire du terre à terre, pour faire vraiment du terre à terre. Toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, il y a une femme qui meurt au Niger. C'est une réalité. Ce n'est pas que des chiffres. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des personnes qui sont mortes derrière ces chiffres. Donc c'est vrai. C'est vrai, si on compare par rapport aux autres pays, il y a eu un certain nombre de progrès, mais ça reste beaucoup à faire. C'est beaucoup vraiment de travail, d'investissement qu'il faut faire pour arriver à inverser la tendance, comme on va dire. D'accord. Merci. Docteur Moussa Fatima, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Vous êtes la représentante de l'ambassadrice pour la réduction de la mortalité maternelle et périnatale évitable à ce débat. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter? D'où vient l'idée d'organiser un téléthon pour lutter contre le décès maternel et périnatal? Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté de ce Comme l'a souligné monsieur le DG,
l'idée est partie justement du dialogue national inclusif qui a eu lieu après toutes les consultations régionales qui ont eu lieu. Au Palais du Congrès, et des engagements forts ont été pris par toutes les parties prenantes. D'accord. Et l'ambassadrice est partie, après avoir visité la maternité Issa Gazobi, d'une histoire personnelle. Une histoire personnelle. Qu'elle a vécue elle-même. Lors d'un accouchement. Elle était prise pour morte et après avoir été réanimée. Après avoir visité la maternité Issa Gazobi et toute la vétusté qu'elle a vue et l'engouement des parturientes et aussi des accompagnants qui sont à cette maternité, elle s'est sentie interpellée. Et cette interpellation, elle a raconté à toutes les parties prenantes qu'elle a rencontrées pour préparer le Téléthon. Son engagement personnel, on a vu son témoignage lors du forum. Elle a fait un témoignage fort et marquant tout à fait. Qui a vraiment marqué les consciences, aussi bien des décideurs, mais aussi de toutes les parties prenantes, même des sociétés savantes elles-mêmes, qui savent que c'est un problème qui perdure, raison pour laquelle on a décidé que le Niger va porter les décès maternels et périnatals évitables comme urgence de santé publique majeure, parce que la majorité de ces femmes meurent et en donnant la vie. Parfois, c'est même la vie du bébé qui est en jeu, la vie de la femme qui est en jeu, et toutes les conséquences familiales et sociales que ça importe. Donc, elle est partie de sa histoire personnelle. Et là, je pense que tout le monde a vu, au fil du temps, depuis le dialogue national qui s'est tenu le 15 novembre, il me semble, et les conclusions qui en sont issues, elle a pris son bâton d'ambassadrice de bonne volonté. Il faut le dire. Tout le monde a observé malgré ses charges, malgré ses charges du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, elle a ajouté ce défi majeur qui est de mobiliser les ressources nationales. Et ça entre dans notre souveraineté, la quête de notre souveraineté nationale. Mobiliser les ressources locales après des engagements pris par le gouvernement lui-même, à travers le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, d'allouer des ressources additionnelles. Il fallait qu'on montre qu'au lieu d'aller demander, c'est les Nigériens eux-mêmes qui vont en prendre en charge la santé de leurs femmes et de leurs enfants. Et ce qui fut fait. Il faut dire que c'était une œuvre grandiose. Je pense le 14 décembre, le jour du Téléthon, tout le monde a vu la mobilisation de toutes les parties prenantes du pays. Et grâce à son engagement, vraiment un engagement sans précédent, il faut le dire, parce qu'elle a pris fort sur sa santé, sur ses occupations autres pour mobiliser d'autres ressources pour les FDS, pour les personnes déplacées. Elle a pris sur elle encore de faire le tour du pays, de rencontrer l'ensemble des parties prenantes et les convaincre que c'est un défi majeur pour ce pays de sauver la vie des mères et des nouveau-nés. D'accord. Merci, docteur Fatma. Et une autre question, parce que vous insistez beaucoup sur cette mortalité maternelle et périnatale évitable. Pourquoi le mot évitable? Évitable, parce qu'on insiste beaucoup, parce que toutes les évidences scientifiques montrent que ces décès peuvent être évités. Évitable, d'accord. Éviter. On a toutes les connaissances qu'il faut. Si on avait réuni les moyens adéquats, nous pouvons vraiment sauver la vie de ces femmes, prévenir les grossesses, les dangers de ces grossesses, et aussi adresser une prise en charge
au moment de l'accouchement. Parce qu'il y a des grossesses qui sont dont les difficultés ne peuvent être sauvées qu'à travers des interventions particulières que sont la césarienne. Au niveau et des ça, centres de santé. Elle doit être à proximité des centres de santé. D'accord. Là où, à proximité des populations, là où vraiment à moindre coût et à des distances raisonnables, je dirais, elles peuvent accéder à des soins obstétricaux et néonataux de qualité. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut les éviter. Éviter. C'est bien compris, docteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Docteur Mayama Djankounda, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette initiative d'organiser le Téléthon pour lutter contre le décès maternel et périnatal? Merci, M. Abdoulaye. Juste ce que je voudrais ajouter, c'est que le choix de la maternité Sagazobi n'est pas fortuit. C'est pas un choix fortuit. C'est pas un choix fortuit. D'accord, expliquez un peu. Et la maternité Sagazobi, c'est la maternité nationale de référence pour la prise en charge des complications obstétricales et néonatales. D'accord. C'est le passage obligatoire de tous les médecins en formation, des cadres de la santé, que ce soit les médecins, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les autres corps. Tout se passe par la maternité. Donc si ça ne marche pas au niveau de la maternité, on ne peut pas espérer ailleurs. C'est à Niamey, à la maternité, qu'on a toutes les conditions. Tout à fait. Et on doit faire en sorte que ça puisse marcher. Malheureusement, quand on a visité la maternité, c'est vraiment la densité humaine. Ça ne donne pas l'image d'une maternité de référence niveau 3. Qui plus est dans la capitale. Et dans la capitale. D'accord. Donc les locaux sont exigus, il y avait une densité humaine qui prête à... qui est source aussi d'autres problèmes. Bien sûr. Donc il fallait trouver une solution. Il fallait agir. Il fallait agir. Et INEP avait choisi madame, la personne de Reiki, pour la conduire à la maternité, pour voir. Parce que c'est une échappée belle, comme l'a dit. Une échappée belle. C'est une échappée belle. C'est quelqu'un qui a frôlé la mort, qui a pu échapper. Donc c'est là, c'est la personne miraculeuse. C'est une personne qui peut porter loin le message. Le message. Et c'est vu son engagement, vu sa détermination, on était capable. On sait qu'on a choisi la bonne personne pour une femme battante. Une bonne battante. Donc voilà pourquoi INEP l'avait choisi pour l'amener à l'AMIG, pour trouver comment désengorger l'AMIG. Et on a vu toutes les parties prenantes se sont engagées. Tout le monde est d'accord, il faut aller vite, parce que c'est là une course à la montre. D'ici 5 ans... Oui, madame, quand on dit toutes les heures, quand même, toutes les 2 heures, une femme qui meurt et 13 femmes par jour, c'est quand même énorme. 13 femmes qui meurent. Donc, toutes les heures, il y a 6 nouveau-nés qui perdent la vie. En plus. Il y a chaque jour 2 femmes qui développent la fistule obstétricale. Il y a d'autres qui vont porter toute la vie des souffrances qui ne sont pas répertoriées. Donc, c'est beaucoup de souffrances et autres. Donc, voilà pourquoi on a pris et on pense que en agissant à l'AMIG, ça peut donner des effets immédiats, ça peut donner des changements profonds et ça permet d'aller plus loin. Il faut commencer. Bien sûr. Et il fallait aller vite. Tout à fait. Voilà. Il faut aller vite et fort pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Voilà. Merci madame, merci docteur, merci. Et on va avancer. Docteur, quel bilan aujourd'hui peut-on tirer de cette grande mobilisation en faveur des femmes? Quel bilan concrètement? Merci. C'est très important. Je voudrais, avant de parler du bilan, puisque vous avez parlé du mot évitable. Évitable, tout à fait. Extrêmement important. Ça revient chaque fois. Oui, ça revient, c'est important. C'est important parce que pour ceux qui tuent les femmes, là, ce sont les complications, on les connaît. Et on connaît la solution aussi. Et ces complications-là, partout au monde, ce sont les mêmes. C'est pas toute femme enceinte, qu'elle soit ici, à Washington, à New York, si elle est enceinte, elle peut développer ces complications. Tout à fait. Donc la différence, c'est les solutions qu'il faut apporter. Et si on apporte la solution, on les sauve. C'est pourquoi on dit que c'est évitable. La femme qui perd du sang, c'est ça, je le sens son problème, parce qu'il y a une complication qui fait que ça perd, elle perd du sang. Si on règle le problème de cette complication, on apporte du sang, on la sauve. Tout à fait. Si on n'apporte pas ce sang, elle va mourir inévitablement. On ne peut pas vivre sans ça. Donc vous comprenez, il y a beaucoup de situations comme ça où il suffit d'un geste. Souvent, c'est juste un médicament qu'il faut faire pour sauver la vie.
Donc c'est pourquoi on dit que c'est extrêmement important. D'accord. Et nous pouvons le faire. Ok. Et donc pour revenir au bilan, concrètement, vous savez, c'est vrai que cette mobilisation a vraiment mobilisé des ressources aussi. Ok, d'accord. Il faut le dire. Elle a mobilisé des ressources, que ce soit en numéraire, que ce soit en nature. En nature, ok. Et ces ressources, déjà, le ministère de la Santé a déjà élaboré un plan justement de consommation de ces ressources-là. D'accord. Puisque nous avons vu l'engagement et nous avons fait des scénarios. Si nous arrivons à mobiliser tel nombre de francs, voilà nos priorités. Puisqu'on les connaît, on a déjà des projets, puisque nous connaissons les solutions qu'il faut, que ce soit pour les constructions en termes d'infrastructures, que ce soit pour les ambulances, que ce soit pour les ressources humaines, parce que ce sont ces défis qui sont là. Nous les connaissons et on a fait cette priorité. Alors, c'est dit, scénario 1, tel nombre de millions, voilà le projet qu'il faut adresser tout de suite. D'accord. Scénario 2, voilà ce qu'on va ajouter, ainsi de suite. Et donc, voilà, à la fin, en tout cas, de mobilisation de ces ressources-là, et il faut le dire, peut-être elle va le rappeler, la représentante, l'objectif, c'était 1 milliard. L'objectif au début, c'était 1 milliard. Juste 1 milliard. Oui, juste 1 milliard, parce que c'est vrai, le contexte est quelque part quand même difficile. Très difficile, mais ça, malgré tout, l'objectif a été atteint et dépassé. On peut avoir une idée exactement de combien. Elle va certainement revenir sur les chiffres. D'accord, elle va revenir. La représentante va revenir sur les chiffres. Mais moi, je peux vous dire que déjà, puisque tout à l'heure, elle a parlé il faut que ces femmes aient un bloc opératoire à côté. Puisqu'il s'agit de complications pour certaines, forcément, il faut cette intervention-là. Si on ne la fait pas, c'est ou la mère, ou le bébé, ou les deux, ou les trois, parce que souvent, il y a des grossesses multiples, c'est 2, c'est 3 dans le ventre. Donc, c'est tous ces couples-là qui risquent de mourir, si on n'opère pas. Alors, on s'est dit, et avec tout ce qui a été dit, et que tout le monde connaît depuis des années durant, avec la maternité Gazobi, l'exiguïté, où vraiment c'est une concentration si vous rentrez des femmes partout, avec les accompagnants. Donc, on s'est dit il fallait faire quelque chose. Et quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour la maternité Gazobi? C'est ou délocaliser, ou au moins, et ça prend du temps, la délocalisation. Mais c'est un projet aussi qu'on a, qui est dans le pipeline du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On est là-dessus. Mais en attendant, il faut faire vite. Il faut agir vite. Puisqu'on a dit que c'est une urgence de santé publique. Alors, on s'est dit, pour décongestionner, il va falloir construire des blocs en périphérie. Puisque nous avons 5 districts sanitaires. Dans chaque commune, il y a un district sanitaire. Alors, il y a des communes qui n'ont pas de blocs. Et vous comprenez, avec la ville de Niamey qui grandit de plus en plus, alors vous pouvez trouver justement ceux qui sont en périurbain pour accéder, s'il doit venir à la maternité Gazobi, peut-être quelqu'un qui est dans notre village peut accéder plus facilement aux soins que lui. Parce que quand il va venir à la maternité Gazobi, il va trouver un tas d'urgences. C'est peut-être 25 qui attendent d'être opérés. Donc, forcément, il va falloir faire une liste encore prioritaire, etc. Donc, celui qui est dans l'autre village, il peut accéder déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est pourquoi il fallait régler ces problèmes-là. En attendant, l'autre projet qu'on a dans le pipeline pour tous les pays, pour les hôpitaux des districts, qu'on en a déjà et le CSI. Donc, on s'est dit, alors, Niamey 1, Niamey 2, Niamey 3, Niamey 4, ils n'ont pas de bloc en tant que tel pour opérer. Donc, c'est pourquoi on s'est dit, il faut construire des blocs. Il faut, mais à côté d'un bloc, il faut qu'il y ait un laboratoire, parce qu'il faut faire un bilan sanguin, etc. pour opérer. Il faut également, puisqu'ils ont des maternités, il faut réhabiliter les maternités, puisque la capacité a augmenté. Mais ça, ce n'est pas encore suffisant. Nous sommes en train aussi de voir comment apporter une unité de néonatologie pour les nouveau-nés, pour les prendre en charge de façon urgente. Donc ça, nous sommes en train de voir avec la Fondation BOA pour ça. Et donc, c'est un peu tout ça notre priorité. Sans compter, bien sûr, qu'il y a des forages, puisque le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il faut qu'il y ait des points d'eau modernes. Donc, une alimentation en eau potable. Et c'est comme ça que déjà, pour parler de bilan, c'est qu'à Talagué, on a fait déjà forage. Et à Madina également.
forage. C'est déjà opérationnel? Oui, c'est déjà opérationnel. Donc c'est un peu ça les priorités. Et il y a des ambulances aussi derrière. Parce que, puisqu'on a dit qu'il faut que la femme ait accès facilement, il faut un moyen de transport, donc les ambulances. Et là, les ambulances aussi, dans le pipeline déjà, ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt et ça sera déployé au niveau village, donc à l'intérieur du pays. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Merci, docteur. Sans compter qu'il y a des contributions en nature. Parce que je sais qu'il y a la solution numérique aussi, que l'ANSSI nous a proposée pour tous les districts. Et là, nous sommes déjà en pourparlers avec l'ANSSI pour déjà mettre à disposition au niveau des hôpitaux des districts pour faciliter encore davantage la prise en charge des familles. Bien sûr. C'est un peu ça ce que je peux dire. Il y a d'autres aides, des médicaments, des tables d'accouchement, même ordinateur. On a toute la liste. Et on a fait un plan de répartition déjà pour donner tout ça. D'accord. Merci, docteur. Oui, docteur Fatima. Qu'est-ce que vous allez dire sur le bilan qu'il faut tirer de cette Vraiment, je pense qu'il faut dire que c'est un bilan positif et une bonne avancée, en tout cas pour la mobilisation de ces ressources que j'appellerais de ressources souveraines. Vous savez, on dit le fonds souverain. On a l'habitude, nous, avec les bailleurs de fonds, de parler de fonds souverains, de l'or des mal, de ceci, cela. Mais aujourd'hui, c'est un fonds souverain nigérien pour 100% nigérien. 100% nigérien pour réduire les décès maternels et néonataux évidents. Et nous avons à cette date aujourd'hui, jusqu'au 6 mai, à 20h, 1 milliard 496 millions 269 607 francs CFA. 1 milliard 496 millions. Hein? Oui, près de 1 milliard 500 près d'1 milliard 500. Et il faut dire que la mobilisation continue. Rien que il y a 2 semaines, j'ai vu une inscription de Ngurti de près plus d'1 million de population de Ngurti. Et ça continue. Et il a rappelé, le DG, l'objectif pour nous, c'était 1 milliard le 15 décembre. Et on a eu le jour-là mobilisé 1 milliard 086 millions de francs CFA. Et tout le reste, ça continue. C'est vraiment un engouement des Nigériens qui savent que ces ressources propres à eux vont servir à eux également. Et avec l'ambassadrice, en plus des fonds, et comme il l'a dit, avec des contributions en nature qui vont booster, compléter, mettre à niveau certaines infrastructures, soit en renforçant le système de référence et contre-référence, comme il a dit. C'est une question de prendre en charge immédiatement, sans tarder, sans retard aucun, les complications obstétricales. Et il faut le faire parce qu'on a les médicaments, parce qu'on a les équipements et on a les ressources humaines. Le gouvernement est sans doute dans la mobilisation pour pouvoir recruter des ressources additionnelles pour les infrastructures qui sont en train d'être mises à niveau au niveau de la région de Niamey et pour désengorger la maternité Issa Gazobi. Comme ils l'ont dit, c'est pour pouvoir justement amener à rendre fonctionnel un système de référence fonctionnel. Parce que celui peut réduire les décès maternels. Et c'est un modèle, un test pilote. Et je suis d'autant plus ravi que le ministère a choisi ces scénarios de mise à échelle des interventions pour les interventions obstétricales majeures. C'est très important. On a un programme jusqu'en 2026, n'est-ce pas, de santé maternelle et néonatale, infantile et santé des jeunes et la nutrition, qui va ensemble de façon systémique vraiment booster le système
à justement adresser cette urgence majeure de santé publique. Et les dépenses, comme il l'a dit, sont en cours à travers justement la mise à niveau de ces infrastructures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment des inondations, le Songungu, par exemple, je prends l'exemple, il y a eu des témoignages des populations qui ne savent pas comment accéder à un centre de santé là-bas, complet, et qui ont des difficultés pour accéder au centre de santé, même dans la communauté urbaine de Niamey. Et je pense qu'avec cette infrastructure, ce problème sera résolu. Et l'avancée des travaux aussi, grâce au génie militaire, je pense que c'est une collaboration là qui est en train de se faire. C'est le maître d'œuvre le génie militaire, et qui avance rapidement. Je pense que d'ici la fin de l'année, on peut dire qu'on aura réglé ce premier niveau, ce premier scénario, pour pouvoir avancer vers les scénarios qui vont aller de l'avant, et je suis sûr vont adresser les autres régions. Et cela, vraiment, c'est très important. Et les ambulances qui vont venir bientôt, qui sont commandées, vont aussi renforcer ce système de référence. On a une idée du chiffre? Combien d'ambulances? Oui, c'est une vingtaine d'ambulances. Et dans une vingtaine d'ambulances, je pense que c'est un bon début. En plus des ambulances qui existent déjà un peu dans toutes les régions du pays, on a vu que sur les ressources propres de l'État, sur les financements des partenaires, c'est des paquets d'intervention que le ministère envisage, je pense, à travers une feuille de route qu'il a déjà élaborée jusqu'en 2000. Maintenant jusqu'en 2027, je pense que nous saurons vraiment sortir la tête hors de l'eau et dire que le Niger, en tout cas, a apporté sa propre contribution à la réduction de ces décès évitables, comme vous aimez bien nous rappeler que pourquoi on dit évitable, mais c'est des décès qu'on peut éviter, parce qu'on a les compétences, on a les connaissances et on est capable avec des moyens vraiment accessibles, mettre en place le système qui peut permettre à ce que ces femmes soient prises en charge et éviter toutes les conséquences humaines et les souffrances qui en découlent. Docteur, on va revenir un peu, on va insister sur ces contributions en nature, puisqu'on a vu l'argent, c'est près d'1,5 milliard en nature. Vous avez eu quoi précisément pour toutes ces bonnes volontés qui ont contribué, pour savoir ce qu'on a donné en nature? Qu'est-ce que vous avez reçu en nature? On a vu, il y a ainsi... en nature, vous avez reçu quoi exactement? Je laisse même... Parce que nous, on apporte au ministère de la Santé publique. Donc, le ministère de sa bouche va le rappeler vraiment en détail pour que chaque partie prenante sache le niveau d'engagement qu'elle a fait. Parce qu'on a 20 gros bailleurs qui ont vraiment nationaux, je dis des entreprises nationales qui ont financé et qui sont prêts, je suis sûr, avec le plaidoyer de l'ambassadrice, d'encore mobiliser des ressources. Parce que nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Chaque année, je pense qu'on doit maintenir que Dieu lui donne la bonne santé pour qu'on puisse continuer à mobiliser des ressources locales. C'est une fierté nationale. Merci beaucoup, docteur. Oui, docteur, qu'est-ce que vous avez, avant de donner la parole au docteur Djankunda, pour comprendre ces contributions en nature, c'est quoi exactement? Tout à fait. Les contributions en nature, j'avais commencé à l'évoquer. Il faut jouer la carte de la transparence. Oui, tout à fait. Vous avez compris. Voilà. Effectivement, il y a ce que j'avais parlé tout à l'heure de la solution numérique. Puisque ça, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont donné, mais ça a une valeur d'à peu près 111 millions. Ok, d'accord. Et là, c'est pour couvrir tous les districts, pour faciliter justement la prise en charge. Et aussi la collecte des données, parce que nous basons nos décisions sur des données. Bien sûr. Donc, c'est des outils extrêmement importants qui vont servir. Ça, deuxièmement aussi, j'avais parlé d'adduction à l'eau potable. Et là, l'ANMV, oui, tout à fait. C'est elle qui a effectivement facilité pour les forages. Voilà, exactement. Donc ça, ce sont des forages. Mais il y a eu également des ordinateurs qui vont aider justement des services
à traiter ces données-là pour nous faciliter la prise en charge. Il y a également la solution de l'énergie, vous comprenez? C'est que le solaire, puisque nous avons quand même assez de soleil, il faut l'utiliser. Bien sûr. Et donc, surtout dans les villages, c'est une opportunité qui est là à n'en pas finir. Et il faut donc vraiment l'exploiter. Il y a également des tables d'accouchement qui ont été servies. Il y a des médicaments même. Et des médicaments justement de prise en charge des urgences. On a parlé tout à l'heure d'hémorragie. Il y a des antibiotiques, il y a des ocytociques, etc. C'est un peu technique. C'est tout ça en nature. Il y a des ambulances aussi. Il y en a qui ont donné des ambulances. 2 ambulances particulièrement, je pense, à la BIN. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en nature qui sont en train d'être encore collectées. Actuellement, je pense qu'il y a le reste des médicaments qu'on doit aller récupérer au niveau de femmes. Donc, oui. Et je voudrais aussi, je ne l'ai pas dit, parce que c'est vrai, ça c'est l'aspect construction qu'on a vu, mais il y a les équipements. Vous savez, les équipements, ça coûte cher aussi. Et là, la commande a déjà été lancée. Et aussitôt fini, directement on met ces équipements-là pour que ça soit opérationnel. Et c'est vrai, l'objectif c'est, bon, d'ici fin, on a dit 2025 là, mais déjà pour la réception, c'est fin juin 2025. C'est pourquoi vous voyez le chantier avance très rapidement. C'est ça. Puisque effectivement, quand on a regardé un peu l'avantage comparatif, les génies militaires, non seulement du point de vue délai, mais également du point de vue qualité, nous vraiment donner promptitude, nous donner un peu des infrastructures de qualité pour des prises en charge de qualité. C'est pourquoi, d'ailleurs, actuellement, nous sommes autour, globalement, on va dire autour de 67%. Parce que le taux le plus faible, le taux le plus faible, c'est 64% à Losogungu, et le plus élevé à Lazare avec 70%. Les autres sont à 67-67%. C'est ça. Déjà pour 2 mois, on va dire, c'est en février que les choses ont été lancées véritablement. Et vous avez vu le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le colonel-major Hakimi, son équipe, y compris d'ailleurs le gouverneur. Ils ont fait des visites au niveau de ces sites, voilà, avec les partenaires pour le suivi. Voilà. 2 suivis déjà en mars et en avril ont été faits pour s'assurer qu'on est en train justement de... Ce qui a manqué par le passé, je tout à fait. Il faut... tout n'est pas d'engager les travaux possibles. S'il n'y a pas de suivi, effectivement, on risque de se trouver avec des... D'accord. On a créé des infrastructures. C'est des infrastructures nouvelles, donc additionnelles. Pour ces centres-là, vous savez, ils travaillent avec l'énergie. Et donc les circuits électriques également, tout ça il faut revoir, y compris la puissance des transformateurs, puisque le bloc c'est des appareils vraiment qui consomment de l'énergie. Et donc, y compris les transformateurs, voilà, il faut éviter, y compris donc les transformateurs. Tout ça, c'est en train d'être fait pour véritablement, à terme, connaître des infrastructures qui seront utilisées et des vies sauvées des enfants et des mères. Merci. Docteur Mariama Diankouna, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le bilan qu'il faut tirer de cette grande mobilisation en faveur des femmes, qui est le Téléthon qui a été organisé le 14 ou 15 décembre, je pense bien, de 2024, voilà, le 15 décembre. Merci. Donc, je suis du même avis que mes prédécesseurs. C'est un bilan largement positif. Positif, d'accord. Très positif. Largement très positif. Au-delà des milliards, qui est 1,5 milliard, qui a été récolté à cette date. Recouvré, autres. Le fait d'instaurer le débat, le fait de mettre chacun devant sa responsabilité, les maris, les religieux, les chefs traditionnels, les femmes, tout le monde, tous les acteurs sont mobilisés autour de la question. Pour moi, c'est un résultat qu'on ne peut pas quantifier, mais qui est très important, qui va continuer, qui va nous donner des résultats. Et je pense aussi le fait que au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, que les gens ont dressé un scénario et un plan d'utilisation de ces fonds. Bien sûr. Et vu la célérité de la mise en œuvre avec les génies militaires, qui ont vraiment l'expérience, qui sont flexibles, parce qu'on a eu à travailler avec eux pour le centre Fistule. Ils sont très flexibles, ils sont très professionnels et les coûts étaient abordables. Donc ça nous permet d'avoir 4 blocs. Donc ça veut dire que les 5 districts sanitaires de Niamey vont être couverts, vont être fonctionnels. Si on n'arrive pas à décoller avec ça, on a des problèmes. On doit pouvoir décoller, on doit pouvoir
changer la donne. Donc pour moi, c'est un résultat aussi très important, très positif à faire. Et le fait aussi que les partenaires acceptent d'accompagner aussi. Les partenaires? Oui, parce que maintenant tous les partenaires regardent aussi la même direction, accompagner le gouvernement. D'accord. Donc je sais que de UNFPA, par exemple, on sait que la ressource, en management sanitaire, on dit que la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Quand tu as la ressource humaine, tu peux tout avoir. Tout à fait. Donc, il faut avoir les ressources humaines pour délivrer les soins. Et déjà, au niveau de l'UNFPA, on a recruté cette année 200 sages-femmes. 200 sages-femmes. 200 sages-femmes. Dont les 153, c'est des contractuels qui sont déjà recrutés pour l'ensemble du pays. Donc, 15 à la payés par l'UNFPA, payés par les Nations Unies. Et on est en train de recruter 100 stagiaires. 100 stagiaires. 100 stagiaires. On a déjà recruté, les 54 sont déjà recrutés, orientés, sont déjà sur place. Les autres sont dans le système d'orientation, sont recrutés. Et on va encore relancer pour compléter les 100 stagiaires, pour renforcer, pour permettre de renforcer les ressources humaines au niveau des structures. Parce que la vérité, il faut la dire, l'État seul ne peut pas. L'État seul ne peut pas. L'État fait beaucoup. Et tous les partenaires doivent accompagner. Tous les partenaires doivent s'aligner sur les priorités nationales. D'accord. On doit regarder dans la même direction que l'État. Je pose la question, ce qui a fait peut-être défaut avant, parce qu'on voit les actions, ça part de toutes parts, de toutes les directions. Je pense aussi, le fait que ça part dans toutes les directions aussi, je pense aussi que peut-être au niveau du ministère de la Santé, quand les gens prennent l'appropriation, le leadership, je le dis souvent, le ministère de la Santé, c'est eux qui doivent conduire le véhicule. Donc nous, les autres partenaires, doivent conduire le véhicule. C'est le chauffeur. Donc les autres passagers doivent rentrer. Bien sûr. Si vous ne rentrez pas au démarrage, vous allez chercher le véhicule plus loin. Bien sûr. Donc le ministère doit savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Celui qui veut, il embarque. Celui qui ne veut pas, il attend. Le prochain tour, il va embarquer. Tout à fait. Donc, c'est les priorités de l'État. Les fonds que les partenaires mobilisent, c'est au nom de l'État. C'est pour accompagner le gouvernement. Absolument. Donc, si les gens comprennent cela, ils vont utiliser. Sinon, on continue avec les partenaires, chacun pour les questions de visibilité, avec les drapeaux. Bien sûr. On disperse les efforts du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement et l'État qui ne doit pas se laisser distraire par... On doit se coordonner et accompagner le mieux le ministère de la Santé et les autres. Donc je pense que c'est... Pour moi, c'est un acquis. Donc, on commence à comprendre que l'État est souverain. L'État est souverain. Depuis le 26, le 26, on l'a dit. Et qu'on doit changer, on doit changer notre façon de faire. Nos partenaires, on doit changer notre façon de faire pour s'adapter à la nouvelle donne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ces partenaires qui ont compris cette dynamique ou pas? Je vous pose la question parce que vous êtes aussi dans le système. Il y en a beaucoup qui ont compris ou pas jusqu'ici? Je pense que beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Peut-être les gens n'ont pas compris à la... Il y a une mutation. Il y a une mutation. Parce qu'on ne doit pas juger. On doit s'adapter pour délivrer. Voilà. Comment on peut faire pour que les femmes et les jeunes puissent avoir ces services auxquels ils ont droit? On ne doit plus dicter, parce qu'avant c'est ça. On ne doit pas dicter. On ne doit pas dicter, voilà. Donc c'est l'autre qui doit refuser qu'on lui dicte sa conduite. L'autre doit dicter. Voilà. Je reçois, tu m'accompagnes, tu me donnes. Tout à fait. Mais il n'y a pas de riche. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Si tu dois te vanter que tu es riche, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est pauvre, qui a besoin de toi. Bien sûr. Donc, mais les deux mains doivent changer de position. Changer de position, d'accord. Je pense. Donc, on ne doit pas l'État, les représentants ne doivent pas se laisser guider par les partenaires. D'accord. Tu dois savoir ce que tu veux, comment je veux, comment je dois arriver au point que je me suis fixé comme objectif, quitte à faire l'analyse avec toutes les parties prenantes. Si vous avez des expertises, amenez votre expertise, faites l'analyse avec nous. Mais on ne se met pas de côté pour dicter, accompagner. Bien sûr. Et ça perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
au staff du ministère de la Santé. D'accord. Si le ministère de la Santé dicte, voilà ma conduite, voilà ma ligne directrice, voilà là où je veux partir, chacun va mettre. Pourquoi ailleurs ça a marché? Et peut-être cette situation pourquoi ça a marché ailleurs? Cette situation a un peu manqué par le passé? Je pense que... Il faut dire la vérité. Non, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, voilà. Je pense que c'est pas suffisant. On l'a fait, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Okay. Il faut savoir que c'est l'État qui décide ses priorités. Bien sûr. Et les partenaires s'alignent. Oui, s'alignent derrière. S'alignent. Mais on ne doit pas avoir de confusion des endroits où c'est beaucoup de partenaires qui sont au même endroit. Il y a des endroits qui ne sont pas couverts, suffisamment couverts. Donc ça, c'est l'État qui doit arbitrer pour avoir un bon maillage. Une bonne répartition et autres. Et pour ne pas être pris de court, il faut avoir des documents de référence, il faut tout anticiper. Tout à fait. Si tout est anticipé, tu viens, je sors là où j'ai des gaps. Tu choisis ce que tu prends, voilà mes gaps. Tu ne vas pas venir me poser d'autres choses. Bien sûr, docteur. Donc je pense que il faut aller dans ce sens aussi. C'est bien dit, docteur. Merci. Merci. On a pratiquement fait le tour de cette question. Donc maintenant, pour finir, docteur, quel sera votre message, quel sera votre espoir dans cette lutte contre le décès maternel et périnatal au Niger? Merci, Abdoulaye. C'est vrai, elle l'a dit. Elle l'a très bien dit. Oui. Nous, au ministère, nous avons nos priorités déjà. Nous avons nos documents de référence. C'est pourquoi j'avais commencé par ça. Et mieux encore, puisque la dynamique est enclenchée, nous avons fait une feuille de route. Une feuille de route nationale. Et c'est ça notre boussole. D'accord. Et chaque partenaire qui veut lutter contre les décès, qui veut lutter pour réduire ou accélérer la réduction, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, doit s'inscrire dedans. D'accord. Ou pas. Ou pas. OK. C'est clair. Il doit s'inscrire ou pas. Mieux encore, déjà au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons notre dispositif qu'on appelle Fonds commun santé. Les partenaires sont appelés à s'inscrire dedans parce que c'est ça, puisqu'il a parlé de maillage au niveau territorial. C'est ce fonds commun qui permet justement d'éviter cette superposition, souvent des partenaires dans des régions qu'on refuse désormais. Maintenant, c'est très clair au niveau du ministère de la Santé. Le partenaire qui vient s'inscrire dans notre dynamique ou alors il ne s'inscrit pas. C'est très clair maintenant. Donc, ceci dit, nous avons au niveau du ministère également, créé par arrêté du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, un comité justement qui est chargé de suivre la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été issus de ce forum-là. Oui, parce que toutes les couches socio-professionnelles se sont engagées. Nos chefs traditionnels se sont engagés, les sociétés savantes se sont engagées, les associations se sont engagées, tous se sont engagés, les différentes autorités se sont engagées. Et donc ce comité va suivre véritablement ce que chacun est en train de faire par rapport à son engagement. Est-ce qu'il donne de la valeur à son engagement ou pas? Et le moment sera venu justement de faire la reddition de comptes, comme on dit, question de redevabilité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui pour montrer déjà qu'est-ce qui est fait. C'est la redevabilité par rapport à ce qui est. Et donc, ce que je voudrais l'appel, peut-être que je voudrais lancer, c'est que tous ceux qui se sont engagés regardent eux-mêmes leur engagement et se posent la question, est-ce que je suis en train de remplir mes engagements? Cette feuille de route, elle a été également faite au niveau de toutes les régions du pays. Il y a une feuille de route pour les régions spécifiques à chaque région. Et dont les gouverneurs également aussi sont là pour veiller à ce que cette feuille de route soit mise en œuvre. Qui s'est engagé et qu'est-ce qu'il a fait, jusqu'à quand il a fait, jusqu'à quelle hauteur il a fait. Et quels sont les défis qu'il faut réviser, revisiter pour essayer d'adresser les vraies solutions. Donc voilà ce que je l'appelle, le dernier appel, c'est vraiment que cette flamme qui a été allumée, c'est une flamme, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue parce que nous devons faire les choses par nous-mêmes. La mobilisation des ressources domestiques est essentielle dans un pays si vraiment on veut se développer de façon durable. Parce que tout ce qui va venir d'ailleurs, ça vient en complément. Donc c'est par nous-mêmes que nous devons le faire. Si on a commencé à le faire maintenant pour la santé,
peut-être demain, ça sera pour l'éducation. Et c'est comme ça qu'un pays peut se développer. Oui, bien sûr. Ça, voilà ce que je pourrais... Docteur, peut-être avant de laisser Dr Fatima faire son message, et je voulais juste savoir pour la gestion des fonds, parce que là aussi, tous ceux qui ont contribué veulent savoir comment ces fonds-là sont vraiment gérés. Je ne sais pas si c'est à votre niveau, si c'est au niveau du fonds de solidarité, comment ces fonds sont gérés. Et pour vraiment expliquer dans la transparence comment c'est fait. Parce que le tout n'est pas de contribuer, mais il faut que les gens sachent comment ces fonds-là sont gérés. Comment ça se fait exactement? Les fonds, effectivement, il y a eu des comptes qui ont été ouverts. Qui sont logés où? Qui sont logés, il y a plusieurs banques, Link, Boa, Sony Bank, etc. Coris Bank. Un peu partout dans les banques. Un peu partout, donc c'est alimenté. Et nous faisons un appel de fonds. D'accord. Et nous transférons, puisque pour le moment, ce sont les constructions, réhabilitation, des équipements. Donc, nous transférons aussi au génie militaire. Il y a un compte. Il y a déjà au moins 343 millions qui ont été transférés, déboursés déjà au niveau génie militaire pour nous permettre d'avancer. Et c'est pareil pour les ambulances. Il y a déjà au moins 495 $1000, c'est en dollars, puisque c'est commandé ailleurs. Donc, ça peut faire au moins 200, un peu moins de 300 millions. Donc pour l'achat des ambulances. Donc voilà un peu, parce que ça c'est l'argent frais. Les autres c'est en nature et ça nous sommes en train de les déployer déjà au niveau là où ça doit être. Et aujourd'hui si on veut bien aller vérifier ce que vous avez dit, on peut voir les traces de ce virement de 300 ces virements ou un peu plus au génie militaire et puis même la commande pour exactement, c'est traçable, vous pouvez vérifier. Et c'est prévu également que le fonds de l'ambassadrice qui collecte les fonds, elle met ça de toutes les façons dans les sites web. Il y a un site web qui est créé à cet effet. Donc, qu'est-ce qui a été collecté et quelles sont les dépenses qui ont été réalisées. Et ce site-là est disponible. Le site est disponible. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à la gestion. D'accord. Merci, docteur. Docteur Fatima, quel sera votre espoir dans cette lutte contre le décès maternel et périnatal évitable? J'ajoute le mot évitable parce que vous en parlez beaucoup. Merci vraiment, M. Abdoulaye. Je crois que les attentes, c'est vraiment la durabilité de cette intervention au niveau du pays. Et c'est pour ça que je dis nous devons maintenir la flamme. Maintenir la flamme, maintenir l'ambassadeur, son équipe, parce qu'il y a toute une équipe derrière elle. Il faut dire la derrière elle, qu'il faut... mon souhait, c'est que le ministère maintienne ses partenariats. Il faut savoir que malgré tout, qu'il y ait plusieurs partenaires, mais il faut saluer le partenariat UNFPA, qui est vraiment à côté de l'ambassadrice, qui est aux côtés du ministère de la Santé, même à travers son programme, et tous les autres partenaires. Nous souhaitons qu'ils maintiennent la flamme et qu'ils maintiennent la collaboration et l'alimentation de leur intervention, des financements qu'ils obtiennent conformément à tous les engagements et les contrats que le gouvernement a signés avec eux. C'est ça, c'est le seul ministère de l'État du Niger qui a un cadre de partenariat sur lequel chaque partenaire a signé un engagement au niveau du ministère de la Santé. Au niveau du ministère de la Santé. Comment il va dépenser les fonds qu'il a mobilisés auprès de donateurs particuliers. Donc, c'est les agences du système des Nations Unies, c'est les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, bien que vous savez que dans le moment actuel, beaucoup se sont retirés ou arrêté leur financement, ce qui nous prouve que notre intervention, notre approche est la plus pertinente compte tenu de l'environnement actuel. Nous sommes en train de chercher à mobiliser des ressources. Et il faut saluer les entreprises publiques et privées nationales qui ont vraiment contribué. Et sur le site web du Téléthon, vous allez voir et les contributeurs, leurs dépenses, les en nature, les contributions en nature, en espèces, et vous avez le suivi des dépenses, comme le DG l'a dit. Et je pense que c'est ensemble. Un troisième appel, c'est que le ministère maintienne vraiment ce partenariat. Le DG a parlé d'un comité.
Et je pense qu'au moment des mobilisations sociales et des ressources qu'on a fait avec l'ambassadrice, on a beaucoup parlé des changements de comportement. Et ça, c'est une œuvre de longue haleine. On ne peut pas changer les comportements sans les organisations communautaires de la société civile. Et le ministère doit maintenir le cap pour renforcer cette collaboration avec les sociétés civiles, les organisations féminines qui sont engagées vraiment depuis le Téléthon et qui continuent. Même si c'est 1000 francs, vous allez voir une femme qui a donné 1000 francs. Elle a donné 5000 dans n'importe quel village du pays ou n'importe quel campement. Donc je pense qu'il faut maintenir ça. Il faut vraiment maintenir ça et le suivi pour la redevabilité, comme vous le faites, la RTN doit maintenir le cap. On doit savoir que à un moment T, nous allons venir rendre compte. Ah oui, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan, comme vous l'avez demandé, en toute transparence. Et la feuille de route, il faut la vulgariser. Il faut la vulgariser auprès de toutes les parties prenantes qui se sont engagées. D'accord. Et vraiment, je pense que si on fait ça, on va dire qu'on va vraiment sortir la tête haute. Et c'est important, on sera dans la souveraineté nationale, on sera dans la refondation des mentalités et des comportements. On est déjà, j'ai dit, dans le changement de comportement, le comportement et les transformations sociales qu'il faut pour lever justement ce défi qui est la mortalité maternelle, qui n'est pas seulement du domaine du secteur de la santé, mais c'est tous les secteurs de la vie économique du pays qui doit investir dans la santé des femmes et des enfants. D'accord. Merci, docteur Fatou. Docteur, on finit avec vous, Mariama. Qu'est-ce que vous allez comme message Oui. Le message, un des messages, c'est que chacun a une contribution à apporter. Chacun a une contribution à apporter. Chacun a une contribution. D'accord. Chacun ne doit pas négliger sa contribution. C'est important. Important. C'est important. Toutes les contributions sont importantes. Et de deux, on doit tous s'inscrire dans une culture de redevabilité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Chacun doit rendre compte. Rendre compte de ce que je dois faire et qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait. Comment j'ai fait. Et si ça ne marche pas, je rends compte. D'accord. Il faut anticiper pour avancer. Et de l'autre côté, je voulais peut-être, puisqu'on sait qu'avec le contexte actuel pour le financement et autres, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour la mobilisation des financements extérieurs. Donc il faut compter sur soi-même. Ah, bien sûr. Et ce qui me laisse penser... Docteur, la souveraineté passe par là. Parce que si vous voulez votre souveraineté, il faut... Oui, ça a un prix. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut d'abord compter sur soi-même. Il faut compter d'abord sur soi. Comme ça, on se respecte et les autres vont nous respecter aussi. Tout à fait. Et je réfléchis à haute voix. Je vois une opportunité avec les zakats. D'accord. Les zakats. Oui. Nous sommes dans un pays musulman. Ah oui, bien sûr. Et la zakat... À 99%, hein? 99%. Voilà. Pour la zakat, je sais que il y a des destinations, comment on doit faire le prélever. Oui, bien sûr, bien sûr. La destination, je ne maîtrise pas très bien. Mais je sais que tout ce qu'on fait pour une œuvre sociale, comme la santé... Donc ça, je pense que c'est pas perdu. C'est pas perdu, C'est pas perdu, c'est de voir avec nos leaders religieux. Les leaders religieux, voir les grands... Ils étaient aussi au forum, hein. Ils étaient au forum, ils ont pris aussi des engagements. Mais c'est de voir, de faire la lecture de l'utilisation des zakats. Des zakats, voilà. Comment orienter une partie des zakats vers l'utilisation des services, appuyer le ministère de la Santé. La santé, voilà, dans le cadre de la lutte. Si on peut faire, je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener pour voir comment on peut appuyer. Et c'est possible. Et c'est possible. D'accord. Bien n'empêche. En tout cas, Dieu est clément, Dieu est... Donc on doit... Je pense que tout ce qu'on fait pour le social, pour le grand bien, le plus grand bien, pour le plus grand nombre, je pense que ce n'est pas perdu. D'accord. Et ça va être comme une zakat, une... Demain, tu vas trouver ça demain. De toutes les façons, rien n'est perdu. Donc, ça va être
Le dernier mot. Mon mot. De la fin. Je pense qu'on sera là pour constater que vraiment on a réussi. D'accord. Ce serait important. À travers le Téléthon. Hein? Et le Téléthon et tout ce qui va venir, qui n'est pas encore arrivé, qu'on puisse avancer, qu'on puisse atteindre les objectifs. D'accord. Qu'on ait moins de femmes qui meurent pour les décès. Que les enfants ne perdent plus leur vie en venant au monde. Tout à fait. Et que les femmes ne deviennent plus des handicapés avec la fistule obstétricale. D'accord. Donc c'est un monde où je veux que le Niger soit compté parmi les premiers au monde. Les nations les plus prospères. Les nations les plus prospères. D'accord. Vraiment. Ok. Donc je peux compter sur tout le monde, on peut compter sur chacun de nous. Tout à fait. Ça, on a vu la mobilisation qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Hein. Depuis le lancement du Téléthon aujourd'hui, où les gens continuent encore à contribuer. Voilà. Le contexte actuel fait que on est tous soudés. On a le même destin. On doit regarder de la même direction. D'accord, docteur. Et je prie que Dieu accompagne le pays. Que Dieu accompagne nos pays. Merci, docteur. Que ça soit qu'on échappe à toutes les manigances. D'où ça vient. Merci, docteur. C'est ma prière pour le Niger et tous les autres pays du monde. Docteur Mariama Djankounda, vraiment merci pour votre contribution à ce débat et tout ce que le Fonds des Nations Unies pour la population est en train de faire, vous l'avez dit, puisqu'ils ont quand même aussi apporté leur soutien par rapport à l'organisation du Téléthon. Et ça fait plaisir de voir tout ça. Vous avez aussi invité les autres partenaires à emboîter le pas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, normalement, l'État définit sa politique. Il dit voilà ce que je veux et les partenaires, normalement, doivent suivre. Ils s'alignent. C'est le terme qu'il faut, qu'ils s'alignent. Et c'est ce qui a manqué dans ce pays beaucoup de fois ou plusieurs années, puisque quand on voit tout l'argent qui a été investi, souvent, on ne voit pas sur le terrain le résultat. Je pense que c'est parce que cet aspect-là a beaucoup manqué, où les partenaires dictent ce qu'ils veulent et ils mettent leur argent là où ils veulent et souvent il n'y a aucun résultat sur le terrain. Mais je pense qu'avec la nouvelle dynamique en cours au ministère de la Santé et au niveau de la refondation, j'espère que les choses vont changer. Vraiment merci pour votre contribution. Docteur Harou, merci vraiment aussi pour votre contribution à ce débat et toutes les informations que vous avez apportées. On a vu ce que le ministère vraiment de la Santé est en train de faire. L'initiative que vous avez pour le Téléthon, vous n'avez pas attendu. Il y a eu déjà un schéma comment utiliser ces fonds. Et vous l'avez bien expliqué sur ce plateau et on voit que les travaux avancent, parce que quand vous dites qu'il y a certains endroits où on est à 67%, 70%, et le génie militaire qui est là aussi, à qui vous avez fait appel, parce que là on voit que les choses bougent, ce qui a manqué par le passé, parce que souvent on donne des marchés à des gens qui font absolument rien, et même quand on aille visiter les infrastructures, il n'y a rien. On peut donner beaucoup d'exemples dans ce pays, mais fort heureusement qu'aujourd'hui, en tout cas les choses ont commencé à changer, et le ministre de la Santé, sur le chantier, ça il faut le dire, depuis le début. Vraiment, merci pour votre contribution et pour tout ce que vous êtes en train de faire au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Docteur Moussa Fatima, merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez dit. Vous avez donné le bilan du Téléthon exact. Et vous cherchez 1 milliard, vous avez eu 1,5 milliard. Ça, c'est très bien. Voilà, et sans compter ces contributions en nature. Et vous avez aussi dit quelque chose de très important parce que jusqu'ici, les populations sont en train de contribuer, donc ça veut dire que c'est toujours ouvert. Tout celui qui a envie, en tout cas, de donner sa contribution pour ce Téléthon peut continuer à le faire. Et on a vu tous les travaux aujourd'hui qui sont engagés à travers cet argent, ces ambulances qui vont venir, ces 4 blocs au niveau de la ville de Niamey, la maternité Gazobi aussi quand même qui a connu quelques réflexions, ça fait plaisir. Vraiment, c'était une bonne initiative grâce vraiment à l'ambassadrice qui a eu l'initiative et de lancer ce Téléthon. Vraiment, merci aussi pour votre contribution à ce débat. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois, puisqu'il faut qu'on sache jusqu'à la fin ce qui a été fait avec ces contributions que les constituants ont données. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.